Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du lundi 6 avril. Dans le cadre de cette séquence, nous allons corriger deux exercices d'anal issus de labo lycée qui sont consacrés au transfert macroscopique d'énergie, donc au transfert thermique. Le contexte de ce premier exercice, on parle d'un data center qui héberge des serveurs pour du cloud, du stockage de données, qui a le label HQE, qui sert aussi à chauffer des maisons environnantes. Des données numériques de conductivité thermique sont fournies. Les les critères nécessaires pour obtenir le label HQE sont fournis ici. Donc on a des résistances thermiques surfaciques qui sont fournies. Le lien entre le transfert thermique, donc le flux thermique phi en watts, et la durée du transfert est donné. Le lien entre le flux thermique, la variation de température et la résistance thermique est fourni également. Et le lien entre résistance thermique et résistance surfacique résistance thermique surfacique est indiqué. On vous dit aussi que les résistances thermiques de plusieurs matériaux superposés s'ajoutent. Alors, première question, quelle devrait être l'épaisseur du mur extérieur si celui-ci n'était constitué que de béton armé? Donc on cherche l'épaisseur d'un mur qui devrait respecter le critère HQE, c'est-à-dire une résistance thermique surfacique de 4 m² Kelvin watt moins 1. On sait que Z égale E sur lambda, donc l'épaisseur ça va être égal à Z fois lambda. Z on le connaît, c'est 4 pour les murs extérieurs. Lambda pour le béton c'est 2,2 watts Kelvin moins 1 mètre moins 1. Donc ça nous fait 4 fois 2,2, 8,8 mètres. Donc il faudrait, pour respecter le critère HQE, avoir des murs de béton de près de 9 mètres. C'est évidemment impossible, hein, ce serait un coût colossal. Une gabegie en termes d'utilisation de matériaux, hein. Les matériaux de structure comme ça servent justement à la structure du bâtiment et pas à l'isolation. Donc là, un mur de 8,80 m c'est inenvisageable. Donc en réalité les murs de béton font 20 cm. Et pour avoir la résistance thermique indiquée, eh bien, on a un isolant et un panneau en polymère. L'isolant choisi est la laine de verre, justifiez ce choix. Donc ici, si on regarde les conductivités thermiques, donc là, on vous indique que les conductivités thermiques, que le matériau est d'autant plus conducteur que sa conductivité thermique sera grande. Donc nous, on veut un matériau qui ne sera pas conducteur, justement. Donc il faut que sa conductivité thermique soit la plus faible possible. Euh, on peut aussi justifier en regardant ça, hein. Z ici est égal à E sur lambda. Plus lambda sera petit, plus Z sera grand. Donc nous, on veut le matériau avec le plus petit lambda possible pour avoir le plus grand Z possible. Et donc là, ici, pour avoir besoin d'avoir une épaisseur de matériau la plus faible possible. Donc le plus petit lambda, c'est le lambda de la laine de verre, 0,032 watts Kelvin moins 1 mètre moins 1. Donc c'est la laine de verre qu'on va utiliser. Donc Z égale E sur lambda, on prend le plus petit lambda pour avoir le plus grand Z. Donc la laine de verre ici est choisie parce que ça a le plus petit lambda. Déterminer l'épaisseur minimale de laine de verre nécessaire pour que la condition d'obtention du label HQE soit vérifiée. On vous dit que les résistances thermiques de plusieurs matériaux superposés s'ajoutent. Donc le Z total il devra être égal à 4 m² Kelvin watt moins 1. Et donc pour ça, on va avoir le Z du béton armé plus le Z de l'isolant, donc la laine de verre, plus le Z du panneau en polymère. On connaît l'épaisseur du panneau, 5 cm, on connaît l'épaisseur du béton armé, 20 cm, et il nous manque l'épaisseur de l'isolant. On connaît aussi les lambdas du béton armé, de l'isolant et du panneau en polymère. Donc en fait, on connaît tout, on a une inconnue, on a une équation à une inconnue. Z de 4 ici, mètre carré Kelvin watt moins 1 va être égal à l'épaisseur du béton divisé par le lambda du béton, plus l'épaisseur de l'isolant, qui est notre inconnu, divisé par le lambda de l'isolant, qu'on connaît, plus l'épaisseur du panneau de polymère, qu'on connaît, divisé par le lambda du panneau de polymère, qu'on connaît. Donc on a une équation à une inconnue. On va isoler cette épaisseur dans cette équation, et une fois ceci fait, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc là,
ici Z, E sur B, enfin l'épaisseur de béton sur lambda béton, plus l'épaisseur de laine sur lambda laine, plus l'épaisseur de polymère sur lambda polymère. Z on connaît, c'est 4, l'épaisseur du béton 20 cm, lambda du béton c'est dans le tableau, l'épaisseur de la laine c'est ce qu'on cherche, lambda de la laine c'est dans le tableau, l'épaisseur du polymère 5 cm, le lambda du polymère est dans le tableau. Donc après, il suffit juste d'extraire, d'isoler l'épaisseur de la laine de cette équation, et on trouve 12 cm ou 0,12 m pour que le label HQE soit, les critères du label soient respectés. Alors ensuite, on vous dit, donc on vous présente un peu le bâtiment, longueur, largeur, hauteur. On vous demande quels sont les 3 modes de transfert qui permettent aux ordinateurs de céder de l'énergie thermique à la pièce où ils sont stockés. Alors les 3 modes de transfert thermique sont conduction, convection et rayonnement. Conduction et convection nécessitent un milieu matériel, alors que rayonnement c'est des ondes électromagnétiques, donc elles se propagent même dans le vide. Conduction se fait sans transport de matière de proche en proche et dans les solides, alors que la convection, elle, se fait avec transport de matière, et c'est dans les fluides, donc les gaz ou les liquides. Alors ensuite, on vous dit que dans le cadre des hypothèses faites, l'énergie thermique du serveur, donc Q serveur ici libéré en une journée, est égale à 8,3 10 puissance 11 joules. Donc on sait qu'on a 20 000 serveurs. On sait qu'un serveur a une puissance de 480 watts. Et on nous dit que toute l'énergie électrique consommée est transformée en énergie thermique. Donc toute cette puissance consommée va être transformée en énergie thermique au cours du temps. Donc là, l'énergie, ça va être égal à puissance fois le temps. Nous, on veut l'énergie libérée en une journée, donc le temps, ça va être une journée, à convertir en secondes, 24 fois 3600. Et la puissance, c'est 20 000 fois la puissance d'un seul serveur, puisqu'on a 20 000 serveurs. Donc 20 000 fois 480 fois 24 fois 3600. Le 24 fois 3600, c'est pour une journée. Et le 20 000 fois 480, c'est pour la puissance. L'énergie, c'est puissance fois le temps. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc puissance totale fois durée, 24 fois 60 fois 60, 24 fois 3600, et on se retrouve avec 8,3 10 puissance 11 joules, soit 830 gigajoules. Donc une puissance énorme, produite en une journée. Les températures moyennes du Val d'Europe sont données ici. Donc là, on a la température à l'intérieur du bâtiment et puis température du sol en hiver et de l'air extérieur en hiver en moyenne. Calculer le transfert thermique Q-sol à travers le sol pour une journée d'hiver. Donc là, ce transfert thermique, il est égal au flux thermique fois le temps, fois la durée. C'est ce qui est fourni. Donc cette relation est donnée ici. Le flux thermique, donc la durée on connaît, c'est une journée. Donc il nous manque le flux thermique. Le flux thermique, c'est égal à la variation de température, delta T, sur la résistance thermique. Donc la variation de température on connaît, on sait que la température intérieure c'est 23 degrés Celsius et la température extérieure c'est 11 degrés Celsius pour le sol. Donc il nous manque la résistance thermique. La résistance thermique c'est Z sur la surface. Z on connaît pour le sol, c'est 4 mètres carrés Kelvin watt moins 1, et la surface, eh bien, on peut la calculer, étant donné qu'on a les codes du bâtiment qui sont fournis. On sait qu'on a un bâtiment qui a une longueur de 80 mètres, une largeur de 50 mètres et une hauteur de 10 mètres. Là, pour le sol, nous, ce qui nous intéresse, c'est la longueur et la largeur. Donc la surface, ce sera longueur fois largeur, on a affaire à un rectangle. Et donc longueur fois largeur, ça nous fera 4000 mètres carrés. Donc on a toutes les informations nécessaires. Le delta T, qui nous fait 23 moins 11 degrés Celsius. Donc delta T, différence de température, 23 moins 11. La résistance thermique Z sur S, donc Z, on le connaît, donc il est fourni. Hein. S, on vient de le calculer, 80 fois 50. Delta T, on le connaît aussi, c'est 24 heures, donc on a toutes les infos nécessaires, plus qu'à faire le calcul. Donc le calcul fait, on trouve 1 10 puissance 9 joules, soit 1 gigajoule. Alors ensuite,
On vous explique que les transferts thermiques via les murs et la toiture sont de 9 10 puissance 8 joules et 6,8 10 puissance 8 joules. Déterminer l'énergie totale perdue par l'ensemble des parois au cours d'une journée d'hiver. Donc l'énergie perdue par transfert thermique, elle va se faire par le sol, par le toit et par les murs. Donc on fait la somme de ces trois transferts thermiques, hein, le transfert thermique par le sol, par les murs et par le toit. Donc il suffit d'additionner les trois transferts thermiques et ça nous donne 2,6 10 puissance 9 joules, soit 2,6 gigajoules. Donc là, sachant que que risque-t-il de se passer au niveau du bâtiment, du centre de données si rien n'est fait? Bien, on a calculé tout à l'heure que le transfert thermique produit par les serveurs était de 830 gigajoules. Donc ça, c'est ce qui est fourni quotidiennement en transfert thermique par les serveurs qui chauffent parce qu'ils tournent pour stocker des données. 830 gigajoules. Ce qui est évacué par les murs, le toit, le sol, c'est 2,6 gigajoules. Donc on produit 830 gigajoules, on évacue 2,6 gigajoules. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le bâtiment va se transformer en étuve. Comme il est très bien isolé, donc il évacue que très peu d'énergie par transfert thermique. Donc la température à l'intérieur du bâtiment va augmenter considérablement, ce qui va nuire à la santé des travailleurs et aux serveurs. Donc c'est pour ça que donc le propriétaire du bâtiment a décidé de chauffer, qui est Natixis, a décidé de chauffer les bâtiments attenants, à proximité du serveur, donc les maisons d'habitation. Et donc on vous dit que l'énergie libérée en 6 mois c'est 1,5 10 puissance 14 joules. Il faut 50 kWh pour 1 mètre carré de logement, pour chauffer 1 mètre carré de logement sur l'année, pendant les 6 mois de l'année où le chauffage fonctionne. Et donc, quelle surface de logement ce système permet-il de chauffer? Donc, on a l'énergie totale produite, on a l'énergie pour 1 mètre carré. Donc, il suffit de prendre l'énergie totale divisée par l'énergie pour 1 mètre carré et on aura le nombre de mètres carrés. Bon, il y a une difficulté ici, c'est que l'énergie pour 1 mètre carré, elle n'est pas donnée en joules, mais en kilowattheure. Donc, il faut convertir cette énergie en joules. Donc de kWh en joules. On vous dit que 1 kWh c'est 3,6 10 puissance 6 joules. Donc 50 kWh, ça nous fera 50 fois 3,6 10 puissance 6 joules. Et le nombre de mètres carrés, eh bien, ce sera l'énergie totale libérée en 6 mois divisé par 50 fois 3,6 10 puissance 6 joules. Et on vous demande de voir si ça colle avec les informations données dans l'introduction. Alors quand on fait le calcul, eh bien, on trouve... Donc on trouve 8,3 10 puissance 5 mètres carrés. Et donc quand on... Donc 8,3 10 puissance 5 mètres carrés, ça nous fait donc 830 000 mètres carrés. Dans le texte énoncé, Dalkia dit qu'il peut chauffer 600 000 mètres carrés. Donc nous on a trouvé 830 000 mètres carrés. C'est cohérent. Plutôt que de rejeter de l'air chaud à l'extérieur, il est possible d'utiliser l'énergie thermique pour chauffer les bureaux ou les logements voisins. Donc c'est ce qu'on dit là. La machine thermique, aussi appelée climatiseur, refroidit l'air du centre de données et chauffe l'eau d'un circuit d'eau chaude primaire. Vous avez la chaîne énergétique qui est représentée ici. On a la machine thermique qui reçoit du travail, l'énergie électrique, qui reçoit de l'énergie thermique fournie par l'air en une journée et qui transfère ça à de l'eau. Donc l'énergie thermique transférée à l'eau est notée QO. Sachant que la machine thermique ne fait que convertir sans perte d'énergie, donner la relation entre QO, QR et W. Donc là, en fait, comme on n'a aucune perte d'énergie, tout ce qui est reçu est cédé en QO. Ce qui est reçu, c'est QR et W. Ce qui est transformé en QO, c'est QO. Hein, ce qui part pour chauffer de l'eau, c'est QO. Donc QR plus W est égal à QO. Hein, tout ce qui est reçu est cédé. Donc là, on voit que ce qui est reçu, c'est QR et W. Ce qui est cédé, c'est QO. Donc QR plus W est égal à QO. Et dernière question. Dans le circuit primaire, l'eau entre dans la machine thermique à 10 degrés pendant les 6 mois d'hiver, avec un débit de 200 m3 par heure.
quel mode de chauffage peut-on envisager pour chauffer les logements voisins? Alors on voit que en fait suivant la température à la sortie, hein, donc l'eau rentre à 10 degrés, mais suivant la température avec laquelle elle va sortir de la machine thermique, eh bien on pourra avoir soit un plancher chauffant, soit un radiateur. Donc si on est entre 25 et 30 degrés en température finale, on prendra le plancher chauffant. Si on est entre 50 et 65, on prendra le radiateur. Donc là, ce qu'il nous faut trouver, c'est la température de l'eau finale. On sait que QO, c'est égal à M fois C fois delta T, donc expression à connaître. Quand on fait M fois C fois delta T, ça nous fait M fois C fois température de l'eau finale moins température de l'eau initiale. La température de l'eau finale, c'est notre inconnu. C'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir si elle est entre 50 et 65 ou entre 25 et 30 pour choisir le radiateur ou les planchers chauffants. Température de l'eau initiale, on connaît, c'est 10 degrés. C, c'est la capacité calorifique de l'eau, on connaît. M, la masse, eh bien, on peut la calculer en 24 heures. Ici, bien, comme on a un débit plutôt de 200 mètres cubes par heure, eh bien, on peut calculer le volume d'eau en 24 heures, donc en multipliant par 24, ça va nous faire 4800 mètres cubes, hein, parce que 200 fois 24, ça fait 4800. 4800 mètres cubes d'eau, on peut trouver la masse correspondante, on a 1000 kg par mètre cube, donc 4800 mètres cubes, ça fait 4,8 10 puissance 6 kg d'eau. Donc on a la masse, on a la capacité calorifique de l'eau, on a la température initiale, la température finale, c'est notre inconnu. Et donc là, si on a QO, on va pouvoir trouver cette température finale. Donc pour avoir QO, on sait que c'est QR plus W, donc on fait QR plus W. Attention encore, là ici W, on le convertit en joules. Donc on multiplie par 3,6 fois 10 puissance 6, puisque 1 kWh, dans les données, c'est 3,6 10 puissance 6. Et donc on trouve ainsi QO, et là encore, une équation à une inconnue. Donc là, il ne nous reste plus qu'à trouver la température finale. Donc QO, on l'a en faisant W plus QR. Grâce au débit, on a le volume. Grâce à la masse volumique, on a la masse d'eau. Donc delta T, c'est température finale moins température initiale, c'est QO sur MO sur CO. Et ce qui nous intéresse, c'est la température finale. On trouve 54 degrés Celsius. Donc on est à 54 degrés Celsius, on est entre 50 et 65, donc on va privilégier les radiateurs. Si on avait trouvé entre 25 et 30, on aurait utilisé les planchers chauffants. Voilà pour cet exercice. Alors, donc la correction vient bien sûr, comme d'habitude, de la lycée. Hein. Regardez ça, les compétences exigibles ou attendues. Vous voyez qu'il y en a certaines qui ne sont pas forcément exigibles dans le programme de terminale, mais qui apparaissent quand même dans les sujets de bac, quoi. Donc ça, c'est à regarder aussi. Transfert d'énergie, le deuxième exercice. Donc une personne veut isoler son grenier. Première question, dans quel sens s'effectuera le transfert d'énergie dans la maison de Frédéric? Eh bien ça se fait toujours du chaud vers le froid, donc de la maison vers le grenier, puisque la maison est à 20 degrés et le grenier est à 5 degrés. L'expression du flux thermique, alors là par exemple typiquement, le flux thermique ça ne fait pas partie des compétences exigibles. Si vous regardez les compétences exigibles, l'expression de ce flux thermique n'est pas à connaître. Mais bon là voilà, c'est un anal et on vous le demande quand même. Alors si vous vous retrouvez dans une situation pareille, fiez-vous aux unités. Le flux thermique il dépend donc de la température et de la résistance thermique. Le flux thermique c'est des watts, hein, c'est une puissance. Donc là comme la résistance c'est en Kelvin watt moins 1, donc la résistance devra être au dénominateur pour qu'on ait à la fin des watts, et on mettra la variation de température en haut, donc le flux thermique c'est delta T sur R pour que la relation soit homogène, qu'on ait des watts d'un côté et des watts de l'autre. Ensuite, donc on vous dit que plus la conductivité thermique d'un matériau est élevée, plus il conduit facilement la chaleur. Quel isolant choisir? Eh bien le plus petit lambda. Le plus petit lambda, c'est ici le polystyrène extrudé. C'est lui qui conduira le moins bien le transfert thermique, et donc c'est lui qui isolera le mieux le plancher de Frédéric. La résistance thermique totale du sol doit atteindre la valeur 6,3 10-2 Kelvin watt moins 1. Donc là, la résistance thermique totale, elle est ici, et donc la résistance totale est égale à la résistance de chaque paroi.
Donc on a, pour l'instant on a juste le plancher, on va rajouter l'isolant. La résistance du sol du grenier elle est donnée ici. Donc ici la résistance de l'isolant plus la résistance du sol doit être égale à 6,310-2 Kelvin Watt moins 1. Donc la résistance de l'isolant, ça nous fera 6,310-2 moins 7,510-3. Et ça nous donne 5,610-2 Kelvin Watt moins 1. On vous dit que cette résistance thermique, elle dépend de lambda, de l'épaisseur et de S, la surface. On vous dit que la résistance thermique est inversement proportionnelle à la conductivité, donc lambda sera au dénominateur, et à la surface, donc S sera aussi au dénominateur, et proportionnelle à l'épaisseur, qui sera lui au numérateur. R égale E sur lambda S. On vérifie que cette relation est homogène. Donc R, c'est en Kelvin Watt moins 1, et on a dit que c'était égal à E sur lambda S. Donc E c'est en mètres, S c'est en mètres carrés, donc E sur S, ça nous fait des mètres moins 1. Et donc E sur S, mètre moins 1, lambda c'est en watt, mètre moins 1, Kelvin watt moins 1, donc on a les mètres moins 1 du E sur S et les mètres moins 1 du lambda qui s'annulent. Donc il nous reste en fait l'inverse de watt Kelvin moins 1, et l'inverse de watt Kelvin moins 1, c'est des Kelvin watt moins 1, Kelvin watt moins 1, comme la résistance. Donc c'est bien homogène. Tous ces matériaux proposés dans le tableau s'achètent sous forme de panneaux rigides dans le commerce. Quelle épaisseur minimale doit posséder le panneau rigide du matériau choisi par Frédéric? Donc on a dit que R était égal à E sur lambda S. On a dit que R devait être supérieur ou égal à 5,610-2 Kelvin watt moins 1. Donc E sur lambda S doit être supérieur ou égal à 5,610-2 Kelvin watt moins 1. Donc l'épaisseur E doit être supérieure ou égale à 5,610-2 fois lambda S pour avoir la bonne épaisseur. Donc lambda, on le connaît, c'est 0,033. S, la surface du grenier, on la connaît aussi, 80 mètres carrés. Et donc ça nous fait, il y a l'épaisseur R fois lambda fois S. On a toutes les valeurs ici. Et donc l'épaisseur doit être supérieure à 0,15 mètres, donc l'épaisseur supérieure à 15 cm. Ensuite, on vous demande de citer les trois modes de transfert thermique qui ont lieu dans le chauffe-eau solaire. Donc les trois modes, conduction, convection, rayonnement. On en a déjà parlé dans l'exercice précédent, j'y reviens pas. Ces caractéristiques, vous devez les connaître. Conduction, donc proche en proche, nécessite un milieu matériel plutôt dans les solides. Convection, les fluides, on a un mouvement de matière et donc ça nécessite un milieu matériel. Et rayonnement, ça se propage même dans le vide puisque ce sont des ondes électromagnétiques. Et on vous demandait quel mode de transfert thermique intervenait au niveau du capteur solaire. Donc au niveau du capteur solaire, c'est les ondes électromagnétiques qui vont apporter l'énergie. Donc c'est du rayonnement. Au niveau de l'échangeur thermique, au niveau de l'échangeur thermique, l'énergie va se faire dans le matériau, dans la paroi de l'échangeur. Donc c'est la conduction. Et enfin, à l'intérieur du ballon de stockage, là, à l'intérieur du ballon de stockage, on a l'arrivée de l'eau froide et la sortie de l'eau chaude ici. Donc c'est un mouvement d'eau ici qui va permettre le transfert thermique. C'est donc de la convection qui s'opère. Et le fluide caloporteur s'échauffe lorsqu'il passe dans le capteur solaire. Comment varie son énergie interne? Son énergie interne va augmenter puisque l'agitation thermique des molécules va augmenter et que l'énergie interne, c'est la somme des énergies cinétiques et potentielles microscopiques. Comme l'agitation des molécules augmente, l'énergie cinétique microscopique augmente et donc l'énergie interne augmente. Alors enfin, pour clore ce deuxième et dernier exercice du jour, donc Frédéric se réchauffe une tasse de thé, donc il met de l'eau dans son micro-ondes, donc il fait chauffer. La question c'est combien de temps va-t-il devoir attendre pour que son thé soit prêt. Donc première question, à quel type d'ondes les micro-ondes appartiennent-elles? Les micro-ondes font partie des ondes électromagnétiques. Deux catégories d'ondes, les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. La différence, c'est que les ondes électromagnétiques se propagent même dans le vide, d'où le slogan d'Alien, dans l'espace personne ne vous entendra crier, puisque le cri est un son et le son est une onde mécanique qui a donc besoin d'un milieu matériel, contrairement aux ondes électromagnétiques.
Deuxième question. La longueur d'onde des micro-ondes du four. Donc on vous donne la fréquence, 2,45 10 puissance 9 Hz, ici, puisqu'elles oscillent 2,45 10 puissance 9 fois par seconde. La fréquence est égale à C sur lambda, C est donné, donc lambda va être égal à C sur la fréquence, donc 3 10 puissance 8 sur 2,45 10 puissance 9, et ça nous donne 0,122 mètres. Et ensuite, donc, Frédéric va faire chauffer son volume d'eau de 10 à 90 degrés. Calculer la variation d'énergie interne, donc relation à connaître, Q égale MC delta T. De même que F égale C sur lambda, c'était également une relation à connaître. Donc Q égale MC delta T, il faut trouver la masse à partir de la masse volumique de l'eau. Rho égale M fois V. M sur V, pardon. Rho égale M sur V, donc M égale Rho fois V. Donc ça nous fait 1 kg par litre multiplié par 250 10-3 litres. Et donc on a la masse comme ça. Delta T, la variation de température, c'est 90 moins 10 degrés Celsius, donc 80 degrés Celsius. Et C, c'est égal à 4180 joules kg moins 1, Kelvin moins 1. Donc la variation d'énergie interne qui est égale ici à Q, au transfert thermique, puisque le système, l'eau, ne reçoit d'énergie que par du rayonnement. Ça va nous faire masse fois capacité calorifique de l'eau fois la variation de température, et on trouve 8,4 10 puissance 4 joules. Donc ça, c'est l'énergie que doit recevoir l'eau. On nous dit que la puissance du four à micro-ondes est de 900 watts. On sait que la puissance, c'est l'énergie sur la durée. Et donc au bout de combien de temps l'eau sera-t-elle prête? Donc la durée, ça va être égal à l'énergie sur la puissance. L'énergie, on vient de la calculer. Ici, on a trouvé 8,4 10 puissance 4 joules. C'est l'énergie que doit recevoir l'eau. La puissance, c'est 900 watts. Donc ça nous fait 8,4 10 puissance 4 divisé par 900. Donc Frédéric va devoir attendre 93 secondes. Ce qui est cohérent pour faire chauffer une tasse d'eau au micro-ondes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on corrige l'activité, la deuxième activité, voilà, oui, le troisième exercice, donc l'activité que vous aviez à faire sur les transferts quantiques d'énergie. Et donc on fera un peu de cours là-dessus. Et jeudi, donc on corrigera les activités que je vous donne à faire aujourd'hui pour jeudi. Allez, bon courage, bon travail et à bientôt.